je viens de parler 1 heure de post-apo, et maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on mange? Bah voilà, c'est une très bonne question, et comme vous êtes tous pour être venus des gros angoissés, vous demandez ce que demain sera fait et qu'est-ce qu'on va vous proposer à manger à la cantine. Eh bien, vous êtes au bon endroit, je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse. Alors étant pas très optimiste de nature, je ne vous promets pas que ça sera de la haute gastronomie et ça ne sera pas de la cuisine moléculaire, d'abord parce que j'y connais rien, et secondo parce que je ne crois pas que vous aurez les moyens techniques dans un futur post-apocalyptique pour faire des petites perles de framboise ou des petites choses de ce genre-là. Alors pourquoi moi? C'est ce que je me demande encore. Déjà, Mike Horn et Alexandre Astier n'étaient pas dispo. Faut quand même le dire. Je suis en train de essayer de publier, je croise les doigts, un livre de cuisine qui devrait sortir l'an prochain et qui s'appelle Tout seul dans ta kitchenette. C'est un guide de survie pour personnes qui ne savent pas cuisiner. Ça peut vous être utile plus tard. Et on essaye d'être drôle. Sinon, j'ai été co-rédacteur en chef de Marmite et Micro-ondes, le célèbre fanzine que vous avez tous lu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez en trouver des exemplaires sur Internet, c'est très poilant. Et si quelqu'un veut relancer le truc, je veux bien l'aider. Je suis un spécialiste de fin du monde et apocalypse associés. Il suffit de regarder mes nouvelles, vous en serez convaincus. Et je ne suis pas le genre à me laisser crever de faim. D'ailleurs, je vous promets que comme je dois dédicacer à 1 heure, je boufferai devant vous une partie des ingrédients que j'ai amenés. Pas tout, hein. Voilà. Je dédicace à 13 heures. Alors, déjà, on va mettre quelques définitions. L'apocalypse, normalement, tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais je vais devoir simplifier un petit peu pour des raisons de simplification. Voilà, donc déjà, on va définir que c'est une catastrophe majeure qui met notre civilisation à genoux et qu'on reste un peu entre soi, vu que 90% ou plus de la population a disparu. Ça peut venir de problèmes de santé, une petite épidémie, problèmes climatiques, les mamitueuses zombies, ça c'est bien aussi, j'aime beaucoup. Les grands anciens qui se réveillent, c'est censé arriver un jour ou l'autre, ou alors des problèmes de guerre mondiale, ça c'est peut-être plus probable, on verra bien. Bon, il y a des cas particuliers, genre les apocalypses systémiques qui peuvent traîner sur 100 ans, on en parlera vite fait, mais c'est généralement c'est la merde, donc on va simplifier, on ne va pas en parler trop. Alors, apocalypse, risque et opportunité. Il ne faut pas tout voir négatif dans la vie. Dans l'apocalypse, on peut en tirer des avantages personnels à condition d'être dans le camp des 10% de survivants. Sinon, à part ça, je suis d'accord avec vous, c'est un peu dangereux et vous allez devoir vous débrouiller tout seul, ce qui, pour certains d'entre vous, risque d'être compliqué. Généralement, si vous ne savez pas faire, vous serez dans les 90%. Donc le problème va se simplifier de lui-même. Alors, par contre, pour se débarrasser d'un voisin, c'est top. Vous aurez le temps de lire, beaucoup. Et vous pouvez commencer à manger sainement, ce que je vais essayer de vous expliquer. Je simplifie encore un peu en disant que pour l'eau potable, vous avez une solution. Une solution, ça veut dire 550 litres d'eau de boissons disponibles par an. Gardez bien ça en tête, c'est quand même pas simple comme problème et on pourrait passer 1 heure pour en parler. La filtration avec le sable, tout ça, l'eau bouillante. Je vais estimer aussi qu'au tout début, vous n'avez pas forcément les moyens ou l'intérêt de faire du feu, parce que le feu, ça attire les prédateurs, les prédateurs à 2 jambes par exemple. Et puis, des fois, c'est pas forcément possible de sortir de son bunker. On a le groupe électrogène qui est en panne. Enfin bref. Donc, on risque de manger froid les premiers temps. Et combien de temps faut-il tenir? Alors, si vous décidez de vous flinguer, faites-le tout de suite, c'est plus simple. Mais logiquement, l'apocalypse, à partir d'un certain temps, on peut sortir de son trou, on peut commencer à cultiver, et faire des échanges avec des gens qui se sont calmés. Bon. Donc, ça dépendra un peu du type d'apocalypse auquel vous avez affaire. Une épidémie, on a plein d'exemples qui sont, on va dire, des apocalypses locales dans l'histoire qui nous permettent de voir un petit peu combien de temps c'est la misère après la grosse épidémie. Si on prend l'exemple de Marseille, l'épidémie de peste au XVIIIe siècle, il a fallu 2 ans avant que ça se calme. 50% de population y est passée. Donc, on prend là-dessus. Le sursaut gamma, ça vous crame tout en 2-3 jours.
Ça arrive. C'est quand une étoile pas trop loin a tendance à exploser un peu fort, peut nous balancer par surprise un bon gros rayon gamma dans la figure. Ça vous stérilise toute la Terre en 2-3 jours. Après, le temps que ça repousse, ça prend bien 2 ans. L'invasion de zombies, faut pas croire ce que disent pas les journaux, hein, les séries. Ça peut pas durer plus de 2 ans. Quand il n'y a plus de chair, le squelette, il bouge plus. On est d'accord. Donc c'est plus un problème. Donc 2 ans. Il y a plus compliqué, les catastrophes climatiques. Je dis 2 à 5 ans, mais ça peut vraiment être plus compliqué. Une météorite géante, tout ce qui est hiver nucléaire, 5 ans. Et une invasion extraterrestre, ça dépend. S'ils viennent vous piquer des trucs et repartir, 5 ans. Sinon, vous pouvez être esclave toute votre vie, mais dans ce cas, ils fournissent la bouffe. Et maintenant, qu'est-ce qu'on mange? Parce qu'on parle de ça, et ça dépend encore. J'ai pas fini de vous présenter un petit peu le panorama. Parce que ça dépend aussi de l'énergie dont vous avez besoin. C'est-à-dire, si c'est un apocalypse chrétien et que vous êtes dans les survivants, la bouffe est fournie. Ouais, vous êtes un élu. Donc, c'est facile. Il n'y a rien à faire. Alors, par contre, épidémie, ça ne doit pas trop détruire le tissu industriel. Les supermarchés sont peut-être intacts. Vous devriez pouvoir faire de la cueillette pas trop difficilement. C'est jouable. Les catastrophes climatiques, ça dépend de la catastrophe climatique, on va dire, mais globalement, en moyenne, vous devrez quand même trouver des plantes qui s'acclimatent, ça doit le faire. Quand on arrive dans l'hiver nucléaire, le météorite géante, c'est un peu chiant. Hein, pendant quelques années, il va falloir se planquer, et après, il va falloir trimer pour faire pousser quelque chose. Ça peut être compliqué, d'autant que les poussières peuvent être toxiques. Les invasions zombies, il faut se battre tout le temps, beaucoup d'énergie. Oh là là, le stress, ils dorment jamais ces trucs-là en plus, c'est nul. Les guerres nucléaires, il faut du matériel. Bon, on a l'expérience Fukushima, on pourrait en parler pendant 1 heure, mais c'est gérable quand même. Mais ça demande de l'énergie. Et s'il faut vous battre contre des extraterrestres ou contre Galactus, c'est juste pas possible. Le mieux est encore de laisser tomber et de se laisser mourir. C'est plus simple. Mais donc, suivant l'apocalypse, vous allez devoir manger plus ou moins. Alors, ça se calcule. Ah oui, je suis ingénieur, hein, attention. Donc, là, je vous ai mis les formules des besoins métaboliques. En gros, le besoin métabolique, si on vous met en coma artificiel, c'est l'énergie que vous consommez. Donc, c'est là les 2 premières colonnes sur la gauche. Donc, pour les hommes, on arrive, pour moi, hein, pour quelqu'un de mon gabarit, je ne suis pas très lourd, et de mon âge, parce que l'âge influe aussi, on arrive à 1500 calories nécessaires pour maintenir le corps sans parler d'activité cérébrale. C'est quand même pas mal. Ensuite, suivant le type d'exercice, vous allez avoir besoin de plus ou moins d'énergie. Donc là, on arrive, par exemple, pas d'exercice du tout, vous êtes dans votre bunker et vous avez tout ce qu'il faut en jeu vidéo pour tenir. Vous multipliez par 1,2, ça vous fait 1800 calories pour un homme de mon gabarit et 1600 à peu près pour une femme. Après, plus c'est dur, plus on monte. Et si on arrive à des conditions très difficiles, là, le critère, c'est, si je ne me trompe pas, 4 heures d'exercice intense dans la journée. Donc, bagarre contre des zombies, découper un dinosaure... Non, il n'y en a plus. Bref, découper un gros truc pour le manger, ça va vous monter jusqu'à 3000 calories par jour. Et ça, on a des cas où on voit par exemple des survivants d'expéditions polaires qui sont montés à 4000. Donc s'il se met à faire froid en plus, il y a un critère supplémentaire qui arrive. Donc on arrive quand même à des quantités de nourriture qui sont énormes. Si on transformait tout ça, tout ce besoin en biscuits militaires, c'est 1 tonne par an. Voilà, donc gardons ça à l'esprit, c'est pas simple le problème. Hein. Alors, il y a, par exemple, le post-apo Matrix, c'est quand même le mieux parce que vous êtes au lit avec sous perfusion, aucun besoin, ça c'est pratique. Pour le jugement dernier, on l'a déjà dit, la bouffe est fournie, mais il faut la manger, donc ça demande un peu d'énergie. Tout seul sur Terre, il va falloir commencer à trimer. Le post-apo NBC, ça commence à monter. Et puis là, on arrive tout de suite aux apocalypses combats où là, il faut vraiment manger. Hein. Donc, c'est pas une petite question. Et donc, on a déjà vu que l'apocalypse va vous définir ce que vous pouvez avoir disponible. Et ça, c'est ce que vous avez besoin pour tenir. Les deux risquent de ne pas être toujours compatibles. Donc, il y en a qui ont faim, là.
Oui, habituez-vous. Comme ça, vous serez blindé. Alors, en survie, il y a 3 principes. Bon, j'aurais pu faire un petit truc qui clignote et qui s'affiche petit à petit, mais là, c'était compliqué. Donc, déjà, j'ai pas mis le premier étage qui est la chance. On va dire que vous l'avez déjà eu, vous êtes là. Après, il y a sans volonté, pas la peine d'insister. Donc, il y a toujours 10 à 20% de survivants qui se laissent mourir. Faut quand même savoir ça. C'est triste, mais ça a été démontré. Genre l'accident de l'équipe de rugby uruguayenne dans les années 70. Parmi ceux qui ont survécu au crash, il y en a un paquet qui se sont laissés mourir de faim. Les autres les ont boulottés. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, le savoir-faire, évidemment. Si vous avez été formé par Mike Horn, vous avez peut-être une chance de survivre. Si vous êtes plutôt de l'école les pieds sous la table, ça va être un peu compliqué. Et puis, il y a la préparation, évidemment. Si vous n'avez rien préparé, que ça vous tombe dessus, c'est un petit peu difficile. Donc là, j'ai mis quelques livres qui montrent justement des cas. Alors, on a Seul sur Mars, qui est le cas ultime de préparation. On ne peut pas être mieux préparé que lui, ça c'est clair. On a les pestiférés de Marcel Pagnol, qui sont très intéressants, où là, il y a un niveau de préparation qui est assez impressionnant pour survivre au milieu de Marseille pendant la peste dont je parlais tout à l'heure. Après, plus dans le savoir-faire, on a le Walking Dead. Ils ne se sont pas préparés, ils se réveillent un matin et oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que tous ces bestiaux qui se trimballent dans la rue? Et on est plus dans la survie au savoir-faire. Ravage, même chose. Le seul paysan du tas qui sauve la poignée de gros citadins qui ne sait pas reconnaître un poulet quand il en voit un. Après, il faut savoir le préparer quand même. Et puis ensuite, à la volonté, on a La Route ou Bolver, c'est justement l'histoire de l'accident d'avion avec l'équipe uruguayenne à bord. Où là, il n'y avait même pas un pull, ils se sont retrouvés quand même dans les Andes. Et il a fallu quand même, au bout d'un ou 2 mois, que 3 aillent en expédition chercher les secours. Donc ça, c'est fort. On ne fait pas que de la science-fiction ici. Donc, qu'est-ce qu'on mange quand rien n'est prévu pour? Les vieilles godasses, c'est toujours en dernière cour, je vous rassure. Si vous n'êtes pas prêt, faites appel à des amis. C'est une bonne source de protéines. Et oui, et facilement assimilable. À condition qu'ils se laissent faire. C'est toujours le problème. Et vous voyez, il y a plusieurs façons d'être cannibale. J'aime beaucoup celui du milieu. Les Oreos soleil vert. Ça vous permet quand même d'être cannibale en n'y pensant pas trop. Après, vous pouvez mettre un petit côté esthétique dans la chose, ou religieux. C'est ce qu'avaient fait d'ailleurs les Uruguayens dont je vous parlais tout à l'heure. Quand ils découpaient un parent en petits morceaux pour le manger, il y avait un espèce de rituel religieux pour le remercier du sacrifice qu'il faisait, etc. Sinon, je pense qu'ils se seraient tous flingués. Donc, c'est à penser. C'est pas toujours drôle, je sais. Mais le cannibalisme, c'est comme je veux, quand je veux. J'aime bien ce slogan. Alors, il y a toujours des inconvénients. Déjà, c'est un peu dégueulasse. Faut savoir qu'en Uruguay, c'est quand même eux qui ont la meilleure expérience du sujet. Ils avaient gardé les poumons pour la fin, parce qu'ils ne pouvaient pas cuire, déjà, la nourriture. Et le poumon, c'est vraiment le truc le plus dégueulasse à bouffer cru. Voilà, je vous le dis, vous le saurez. Après, il y a les problèmes des maladies. Le curus, ça s'appelle la maladie du rire, et c'est pas drôle. C'est un équivalent de Creutzfeldt-Jakob. Au lieu d'avoir des crampes partout, vous mettez à rigoler comme un couillon jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça arrivait régulièrement en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça s'est arrêté depuis qu'ils arrêtent de manger les cerveaux des gens. Ce serait dommage de se priver, le cerveau est une très bonne source de protéines. Et la qualité de la viande, parce que je sais pas, moi je mange bio, mais vous, je sais pas. Si ça se trouve, vous mangez de façon déplorable et la viande est peut-être pas bonne. Il faut se méfier. La rareté, évidemment. Il y a déjà 90% des gens qui ont claqué, donc ils seront plus comestibles au bout de 15 jours, ceux-là. Et les autres, plus vous en mangez, moins il y en a. Le régime carné est peu équilibré. Vous allez vous sentir peut-être coupable ou pas, on verra. Et en plus, ils peuvent se défendre, ces cons. Ah oui, parce que le problème, c'est que vous êtes un prédateur, d'accord, mais eux aussi.
Et suivant la taille des biscottos, c'est peut-être vous le gibier finalement. Donc, je pense que je vous ai convaincu déjà qu'il vaut mieux être prêt. Il vaut mieux être prêt. Après, vous allez me dire, mais pourquoi il n'a pas parlé de la cueillette et tout ça? Bon, je suis parti quand même sur le cas où vous ne pouvez pas trop sortir du bunker. Hein. On pourrait faire 1 heure sur la cueillette au moins. Donc, on va parler de stockage maintenant. Parce que, comme je vous ai dit, il y a 1 tonne de biscuits militaires à trouver par an. S'il faut que vous alliez 50 sous un trou, je ne vous raconte pas la taille des stocks. Donc là, par exemple, sur cette photo, vous voyez un stock qui correspond, que je ne dise pas de bêtises, c'était 4 semaines pour une famille. Voilà. Donc imaginez, multiplié par le nombre de semaines. La famille, c'est 4 personnes. Hein. Alors, les bases du stockage. J'aime bien cette photo. Cette photo montre un problème de roulement du stockage. Il ne l'utilise pas assez. Donc, il vous faut de l'espace, évidemment discret, facile à défendre, obscur, sec et frais, pas que pour le pinard, hein, c'est la même chose pour tout, il n'y a pas beaucoup de stockage qui aime être dans l'humidité et la chaleur. Les containers étanches coûtent 20 € chez Casto, allez-y, c'est des gros bidons bleus, c'était très bien. Vous oubliez le principe des dates de péremption sur les boîtes, la plupart du temps c'est des conneries. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Et de toute façon, quand vous aurez faim, vous ne la regarderez même pas. Hein. C'est ça qui est bien avec la faim. Et il faut faire tourner les stocks. C'est-à-dire que si vous faites un stock, vous le faites avant l'apocalypse. Mais vous n'allez pas attendre l'apocalypse. Si l'apocalypse arrive dans 10 ans, votre stock est foutu. Donc vous êtes obligé de manger votre stock au fur et à mesure en attendant, pour le faire tourner. Donc il faut quand même que ce soit comestible, facile à maintenir. Donc vous n'allez pas mettre 5 tonnes de biscuits militaires. Voilà, je vous rassure. Mais j'en ai amené. Alors, la solution de facilité, la lyophilisation. Et vous êtes devant un spécialiste. J'ai fabriqué des tas de lyophilisateurs dans ma vie, avant de changer de boulot. Donc la lyophilisation, vite fait, c'est quoi? Est-ce que vous aimez ce genre de courbe? On ne va pas la regarder très longtemps. En gros, on lyophilise en congelant le produit, on le met au vide, sous l'action du vide et du changement de température, vous allez avoir la glace qui va immédiatement se sublimer. Donc il faut contrôler la sublimation pour ne pas exploser le produit, parce que sinon la pression interne va augmenter et vous détruisez tout et c'est de la poudre. Ce qui peut être toujours intéressant aussi, hein, dans certains cas. Mais vous allez en foutre partout dans le lyophilisateur. Bon, bref. Et la vapeur d'eau, par contre, ne peut pas être pompée, vu les quantités. Donc, on les piège sur un circuit froid, cryogénique, qui est à côté, qui sert de pompe cryo, pour ceux qui connaissent. Donc, ça permet... Enfin, voilà une machine, par exemple. C'est pile poil le genre de machine que je fabriquais. Bon, généralement, moi, je fabriquais ça pour la pharmacie. Hein. Là, ils mettent des fraises, je ne sais pas trop quoi. Je vous dis, c'est luxe. Parce qu'un processus comme ça prend 1 à 2 jours avec la machine en question. Donc, je ne vous raconte pas le prix. Hein. Et c'est des petites quantités. Donc, déjà, vous arrivez... Alors, ça donne ça. Hein. À la fin, une fraise lyophilisée, ça ressemble à une fraise. Le volume est conservé, ce qui est un inconvénient aussi, c'est-à-dire que vous ne gagnez pas de place. La durée de vie, 15 à 30 ans. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire tourner le stock, par exemple. Si vous voyez que les Coréens du Nord en sont bien à fond, là, bon, bah, vous dites, je vais rentabiliser mon stock assez rapidement, ça tient 30 ans, c'est bien. Donc, c'est assez varié. J'ai découvert qu'il existait du chili con carne et de l'aligot, le lyophilisé. Alors, après, vous gérerez avec vos compagnons de chambrée, hein, pour les inconvénients, mais ouais, il y a de tout. C'est pratique. Il faut beaucoup d'eau. Il faut voir qu'une ration lyophilisée, sur l'année, c'est 200 litres d'eau qu'il faut ajouter à la nourriture. Et donc, les 550 litres que je vous donne, c'est uniquement de l'eau de boisson, c'est pas de l'eau de cuisine. Et c'est pas de l'eau de complément de lyophilisation. Donc, il faut 200 litres de plus par personne. Donc, on est déjà à 750 litres d'eau. Ça... Ah bah tiens, j'ai spoilé. Ça peut être transformé en poudre, ce qui est absolument pas appétissant, donc je le déconseille. Donc ça, c'est dans les seaux emergency food. Généralement, c'est de la bouillasse. On mettez de l'eau, ça fait une purée pour bébé.
Voilà, au bout d'un moment, vous vous tirez une balle si vous mangez que ça. La rotation de stock, vous laissez tomber, c'est trop chiant. Et ça coûte plus de 3 500 € par an et par personne. On peut faire 10 fois mieux, enfin 10 fois moins cher, pardon, sans passer par de la lyophilisation. Mais bon, ça peut être utile d'en avoir un peu sous le coude. Donc je vous recommande en nourriture d'urgence, les paquets peuvent dépanner. Le séchage, il y a plein de séchages différents. Déjà, il y a des séchages qui s'apparentent vraiment à la lyophilisation. Le séchage du jambon en Espagne, quand on regarde, techniquement, c'est de la lyophilisation naturelle. C'est en altitude, donc baisse de pression, c'est au froid, et c'est sur une longue durée. C'est quasiment ça. Tout ce qui est légumes secs, c'est déjà sec. Ah, pas besoin de le faire sécher, c'est excellent. Vous arrivez à des temps de conservation de 30 ans. Par contre, même chose, il faut de l'eau de cuisine. Vous n'allez pas pouvoir chauffer forcément au début, c'est compliqué. Par contre, c'est très facile à trouver soi-même. Et c'est umami. Qui connaît le mot umami? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Bravo les gars. Non, franchement. Donc umami, ça veut dire savoureux en japonais. Et en fait, c'est la 5e saveur. Alors c'est récent, je vous rassure si vous n'en avez pas entendu parler. Mais on a découvert récemment que ce que les Japonais subodoraient depuis 150 ans seulement, c'est qu'effectivement, on a des capteurs de goût pour le glutamate. Alors, le glutamate, c'est utilisé en cuisine chinoise comme épaississant. C'est utilisé par votre cerveau comme neurotransmetteur. Donc, votre cerveau adore ça. Par contre, bizarrement, on ne sait pas définir le goût que ça a. Une fois qu'on l'a en bouche, on sait juste que la vache, c'est bon. Donc, les aliments umami, il y en a plein dans les nourritures salées. Vous prenez le jambon d'Espagne, il est chargé à fond en glutamate. Les haricots secs, il y en a. Le parmesan, c'est un champion du monde. En fait, tout ce qui est bon et qu'on trouve dans la haute cuisine est de l'umami. D'ailleurs, j'ai amené un truc. Où est-ce que je l'ai mis? Non, ça c'est... Alors, des exemples. Voilà, ça, c'est de la levure maltée. Vous mettez ça... Alors, je donne un de mes secrets de cuisine. Alors, vous ne le répétez pas. Mais vous prenez une sauce salade, vinaigrette de base, vous mettez une cuillère à soupe de ce truc-là, et alors là, tout le monde se dit « Ah là là, qu'est-ce qu'elle est bonne ta salade !» Même votre mère, elle dit qu'elle est meilleure que la sienne. Je vous jure que ça m'est arrivé. Donc, et ça, c'est un des secrets. Où est-ce que j'ai mis? Je l'ai. Ça, alors ça ressemble à... Voilà, je vous dis pas à quoi ça ressemble, c'est marron et mou. C'est du miso Bradley. Donc en fait, le miso, c'est de la pâte de soja fermentée. Il y a 2 niveaux de fermentation. Le pas trop fermenté, c'est celui-là, et qui est, pareil, vous remplacez un fond de sauce avec ça et vous dites « Ah là 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 là, mais qu'est-ce que c'est bon, pourtant ce n'est qu'un bouillon de légumes. » Et oui, et donc ça, vous le trouvez chez Naturalia, aucun problème. Et ça, c'est umami à fond. Donc là, en plus, la conservation, je crois que celui-là, ça fait 6 mois que je l'ai, sans problème. Ça se conserve en dehors du frigo. Vous en mettez une vingtaine de poches dans votre stock et vous arrivez à vous faire plaisir avec rien. Alors, quelques inconvénients de la nourriture séchée. Alors, pour le cannibalisme, vous oubliez, c'est dégueu. Celui-là, je l'aime bien, il est péruvien. Il a été lyophilisé en altitude. Donc, problème de la nourriture séchée, côté vitamines, c'est pas terrible. Elles sont très dégradées souvent, surtout sur des séchages à chaud. Pas de cuisson la plupart du temps. Donc, côté variété, on a vite fait le tour. Il faut beaucoup d'eau, ça j'ai oublié de le dire. Ouais, les légumes secs dans les milieux confinés, c'est toujours gênant, on en a déjà parlé tout à l'heure. Mais je vous donnerai quelques trucs. Et donc, le déjà sec, vous y pensez en premier. Et je vous ai amené des petites spécialités. Ça, c'est vous qui les bouffez. Des volontaires, ça se vend, ça se trouve très facilement. C'est des criquets grillés. Alors, la durée de conservation, c'est au moins 30 ans. Laurence, t'en veux? Allez. Ah, tu peux pas. Monsieur. Allez. Ouais. Qui veut essayer? Ah, quelqu'un veut essayer. Venez, venez, venez. Venez les prendre et les distribuer. Parce que moi, je peux pas m'éloigner, il y a un cordon. Voilà. Faites tourner, allez-y.
Faites tourner. J'en ai d'autres. J'ai aussi des mouches. Ah non, je déconne, c'est pas des mouches. Ah oui, parce que je vous ai gâté. En plus, c'est à mes frais. Hein. Voilà, là j'ai des criquets. Les autres, c'était des sauterelles. Qui veut des criquets? Ceux-ci sont, je sais pas quoi. Sel et vinaigre, si vous aimez. Hein. C'est comme des chips. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Voilà. Non mais oh. Donc les insectes, ça se conserve très bien. C'est pas... Honnêtement, ça ressemble vachement à des chips. Mais ça dépanne. Et alors, dans nos contrées, on va pas trouver forcément des sauterelles partout, surtout en cas d'apocalypse. Donc comment on faisait avant, d'ailleurs, puisqu'on mangeait pas de sauterelles, on devait bien faire autrement. Donc je vous ai mis la photo d'un joli biscuit de 1864 et nous allons faire une petite aparté, puisque nous sommes à Nantes, sur le biscuit, qui est vraiment une belle invention. Donc l'invention du biscuit de mer. Alors déjà, le biscuit de mer, donc c'est ce qu'emportaient les marins, et c'était 75% de leur rapport nutritif, c'était le biscuit de mer. Hein, donc on pouvait survivre qu'avec ça quasiment. On appelle ça, j'ai bien dit survivre, hein. J'ai pas dit manger. Donc le biscuit de mer, ça existe depuis les Grecs et c'est conçu pour durer. On a des records du monde, hein, plus de 3 siècles, ils sont encore comestibles. Ouais, vous l'avez dit. J'ai entendu monsieur a dit putain. Donc celui-là, il est de 1864. Celui-là, on ne sait pas, mais il y avait un bout de parchemin avec, donc il est peut-être pas tout jeune. Et celui-ci, il date du XVIIe siècle. Il est beau, hein? Très bien conservé. Donc Nantes était la plaque tournante du commerce du biscuit de mer. Il faut savoir qu'on en produisait dans 1924 28 millions de tonnes. Hein, voilà. Parce qu'en fait, les biscuits, évidemment, au départ, c'était farine, eau et un peu de levain. Bon, c'est pas bon, il n'y a pas de sel, rien. Par contre, évidemment, comme c'est pas bon, les gens ont fini par se plaindre. Et à Nantes, on a commencé à améliorer un petit peu les recettes. Et on est arrivé quand même... oui, ça, vous le reconnaissez, il y a Lu d'un côté, et puis là, c'est la rue de l'Ermitage. Il y avait des biscuiteries pleins. Et donc, les biscuitiers ont essayé d'améliorer tout ça. De façon... Ouais, hein. Disons que de nos jours, on se rend compte que leurs améliorations n'en sont pas vraiment. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé le levain parce qu'ils ne voyaient pas à quoi ça servait. Bilan, tout le monde s'est mis à avoir des douleurs d'estomac. Comme ils ont eu des douleurs d'estomac, ils se sont dit c'est sûrement la farine qui n'est pas bonne, donc on va mettre que de la farine ultra blanche. Comme ça, c'était plus nourrissant. Et ils étaient encore plus malades. Et donc, ils se sont dit qu'est-ce qu'on fait alors du coup? Et, si, c'est un peu dégueu. Oui, donc c'était devenu carrément dégueu. D'autant que, faut voir que les humains ne raffolaient pas, mais les insectes, oui. Donc généralement, on résolvait le problème de l'insecte grillé, ils étaient fournis avec les biscuits. C'est-à-dire quand on ouvrait après un petit moment ces petites boîtes, très rapidement les marins avaient pris l'habitude de prendre leur repas dans le noir pour pas voir ce qu'ils mangeaient. C'est triste. Alors les pauvres officiers, eux, ils mangeaient à la pleine lumière dans leur beau salon, donc du coup il fallait faire quelque chose, ils ne pouvaient pas manger ça, quoi. Donc on les passait au four avant de leur servir. Et donc ils mangeaient des insectes grillés en plus, ça faisait l'apport nutritif. Et voilà, il faut savoir. Donc c'était pas vraiment une bonne invention. Donc du coup on a essayé de l'améliorer. Alors dans le civil, par exemple les cooks de Dinan, c'est encore une spécialité de Dinan en Belgique. Il n'y a pas de mer en Belgique, on est d'accord, mais ça se mangeait aussi sur Terre un petit peu. Donc en fait, ils ont remplacé l'eau par du miel. Je ne vous raconte pas comme ça améliore les choses. Hein. Une coupe de Dinan, 200 ans après, c'est mangeable, il n'y a pas de problème. Et c'est bien meilleur, évidemment. Le pain brilé, que vous connaissez peut-être. Donc le pain brilé, en fait, c'est également un pain avec très peu d'eau. La pâte est tellement dure qu'en fait, elle est pilonnée au lieu d'être pétrie. Et briller veut dire pilonner en normand, en fait. Et c'est des pains qui se conservaient plusieurs semaines sans bouger. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, vous pouvez encore en trouver de nos jours. C'est une spécialité normande. Donc les marins qui partaient pas trop longtemps préféraient emmener du pain brilé, évidemment. Le biscuit, le petit Lu, 86, pardon, qui est une tentative réussie d'amélioration, vu qu'on en mange encore.
Et il y a eu de la recherche militaire, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, on a par exemple payé M. Parmentier pour faire une étude sur comment améliorer le biscuit militaire. Vous pouvez trouver ça sur Gallica, c'est très intéressant, si vous aimez les biscuits. Alors, la biscotte Eudebert est le fruit de recherche militaire, par exemple. 1903, pour essayer de remplacer le biscuit de guerre par du pain de guerre, on appelait ça, et donc ça donnait la biscotte. Et le casse-croûte BN 1922, qu'on a tous mangé quand on était petit, qui est en fait à la base un biscuit militaire. Donc, il y a eu du progrès. Les insectes devaient être ravis. De nos jours, alors moi, je vous ai amené pour faire descendre les biscuits, mes biscuits militaires maison. D'ailleurs, je vais peut-être en manger un si j'arrive. Alors, si vous avez des appareils dentaires, des problèmes de dents pas solides, des couronnes, je vous recommande de faire comme les marins à l'époque qui n'avaient pas de dents. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne se plaignaient pas de la dureté. C'est de suçoter le biscuit. Hein. Ça peut vous durer la journée. Je l'ai passé à une petite nièce. Elle l'a gardé toute l'après-midi. Elle était ravie. Donc voilà, ça donne ça. Hein. Ça sent plutôt bon, je vous rassure. Je vais même en manger devant vous. Voilà. C'est un peu ferme. Il y a un petit problème, c'est qu'ils sont pas très vieux, ils n'ont pas eu le temps de rassir. Mais bon. Donc si vous en voulez, c'est là. Hein, si quelqu'un veut faire tourner, je vous ai prouvé que c'était bon. C'est un peu sec quand même. Hein. Faites tourner. J'en ai d'autres après si vous voulez. Alors parce que là, je vous fais tourner les ronds, évidemment. Alors les ronds, c'était les plus faciles à faire à l'époque. Hein. Mais assez rapidement, l'industrie a inventé de quoi faire des carrés, donc des laminoirs. C'est quasiment un laminoir à acier qui peut vous étaler cette pâte. Moi, je l'ai fait à la main. Je vous raconte pas comme j'ai transpiré au rouleau. C'est une horreur. Donc ça, ces biscuits-là sont devenus carrés seulement au 19e siècle. Avant, c'était des cercles de... Là, je vous en ai fait des petits. Normalement, ils faisaient 18 cm de diamètre. Pour un bon centimètre d'épaisseur, il en fallait 3 par repas pour faire la ration. Pour les galériens, 6 par repas. Alors, évidemment, bon, moi, je les ai fait fermenter avec une farine d'épeautre avec pas trop de gluten. J'ai essayé de vous soigner. Hein. Bon, alors, le bilan, moi, j'aime bien. Voilà. Les Japonais, eux, évidemment, le pain, c'était pas leur truc. Ils ont inventé les yorogans, voilà, qui sont des boulettes de riz noir au miel avec du poisson, du sésame et qu'on fait sécher au soleil et qui ont une durée de vie quasiment illimitée aussi. Chaque boulette, en gros, fait 2 cm de diamètre. Ils en mangeaient 3 par repas, ça suffisait. Pas mal. Bon, en même temps, c'était quand même des trucs de ninja. Hein. C'était des durs. Et alors, le biscuit Anzac, qui est mon petit chouchou, au point que j'en avais amené, mais mes gosses me les ont bouffés, donc vous n'en aurez pas. C'est miel, avoine, farine, du gras. Alors, on peut le faire à l'huile, mais c'est plus sec, donc plutôt du beurre, voire beurre et huile, mélange. De la noix de coco râpée et du sirop de sucre inverti, qui va également devenir, dans votre abri souterrain, un de vos meilleurs amis. Pardon. Le sucre inverti. Alors, bon, déjà finissons avec ce biscuit. Ce biscuit est un pur délice. Un de mes gamins, la première fois que je les ai faits, il s'est levé du pied gauche. Il y en a une qui voit de quoi je parle. Vraiment, je lui passe le biscuit, il mord dedans, il a une banane pendant 1 heure. Ce truc est un délice. Alors, notez bien, parce que la recette est très facile à trouver sur Internet. Ça se fait en 5 minutes et c'est incroyable. C'était utilisé en ZAC, ça veut dire Australian and New Zealand Army Corps. Parce qu'en fait, c'était les petits biscuits que l'armée australienne et néo-zélandaise en France, non, pas en France, aux Dardanelles, emmenait pour se remonter un peu le moral. Donc c'est vraiment que pour le moral des troupes. Enfin, ça cale bien aussi. Mais c'est vraiment un délice. Cela, je vous conseille. Et le sucre inverti, en fait, c'est un mélange de glucose et de fructose à 50% qui est recuit. On peut le fabriquer avec du sucre normal dans lequel on met un acide. En fait, je vous fais de la cuisine moléculaire, là. Trop balèze.
Donc, vous mettez un acide dans un sucre pendant que vous êtes en train de faire un caramel et ça se transforme en sirop de sucre inverti que les Anglais appellent Golden Syrup et que vous trouvez chez Marks & Spencer pour les plus feignants d'entre vous. Ce sirop-là ne sèche jamais et ne prend jamais l'humidité. C'est-à-dire que si je vous en mets une goutte sur la table, on revient un an après, elle a la même texture. Ce qui permet de conserver très très longtemps les biscuits. C'est pour ça qu'on en trouve dans beaucoup de pâtisseries et qu'on se demande pourquoi ça ne rassit pas. C'est parce qu'on met du sucre inverti. Autre avantage du sucre inverti, vous allez en avoir besoin pour démarrer des cultures de champignons pour plus tard. Le shiitake et les pleurotes adorent le sucre inverti. Vous mettez du mycélium dans un mélange d'eau et de sucre inverti et le mycélium va proliférer. Vous n'aurez plus qu'à le mettre dans du bois et hop, vous avez votre culture de champignons qui démarre sans être obligé d'acheter les kits de culture de pleurotes qui coûtent 50 € ou 15 €, je ne sais plus, pour pas grand-chose. Là, je vous donne un truc qui flingue un marché complet de purement marketing. Je suis trop fort. Alors, les petits plaisirs de la vie, ça j'en ai parlé déjà tout à l'heure, c'est indispensable. On parlait que la volonté, c'est le socle de la survie, et la bouffe, c'est l'énergie de la volonté. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut se faire plaisir, c'est indispensable. Il faut prendre les endorphines où il y en a, surtout si vous êtes tout seul dans votre abri. Déjà, votre libido sera forcément assez basse. Après une catastrophe, vous risquez d'être un peu déprimé. Et même si Cyril Hanouna sera plus des nôtres, il n'y aura toujours rien à la télé. Donc, il faut se compenser autrement. Je vous laisse lire. Il n'y a peut-être qu'un morceau de sucre entre vous et le suicide. Et en fait, le sucre, c'est bien le sucre en morceaux. Parce que je ne sais pas si vous aviez une mamie négligente comme moi, mais elle gardait ses paquets de sucre pendant des années, des années. Et après, elle nous en filait un comme ça. Et ça prenait un goût que finalement, je trouvais vraiment délicieux. Mais c'est du sucre rance, en fait, c'est bon. Donc, vous pouvez stocker du sucre autant que vous voulez. Et ça va changer de goût, mais ça ne va jamais se périmer. Alors, 30 ans pour le sucre, d'après ma grand-mère, 30 ans pour le sucre blanc, le sirop de sucre inverti, ça, je ne vois pas pourquoi il y aurait une durée limitée, sauf si vous avez mis du mycélium de champignons dedans, évidemment. Le sirop d'érable, d'après mon expérience personnelle, tant que vous n'ouvrez pas le pot et qu'il est bien rangé, ça tient à l'aise 2 ans, à l'aise. Le miel... j'ai mis 2 ans, mais je connais des gens qui en ont mangé un pot oublié depuis 10 ans et qui ont trouvé qu'il était vraiment hallucinant. Par contre, il y a des risques que vous perdiez des pots dans le tas. Les confitures, même chose, au moins 2 ans. Voilà, on est tout le temps dans 2 ans. Le chocolat, s'il est sous vide, il n'y a pas de problème. Ça tient vraiment très longtemps, à condition qu'il n'y ait pas trop de variation de température. Le gras, indispensable. Cette photo est horrible. Qui a fait ça ? Donc, il vous faut... En fait, il ne faut pas croire qu'il en faut tant que ça. 15 grammes par jour, ça fait 6 litres par an. C'est ce qu'il vous faut. Enfin, ce qu'il faut à votre cerveau. Vous, je ne sais pas, mais votre cerveau, lui, il n'en a pas besoin de plus. Donc, c'est facile à stocker. L'huile d'olive et de colza, je mets 2 ans. 2 ans, c'est... le goût reste intact, quoi. Après, ça peut tenir 10 ans, mais par contre, il faut aimer le goût rance. On s'habitue à tout. Il y a des pays qui adorent le goût rance, vous vous habituerez. Le foie de morue, ça tient 10 ans. C'est pas mauvais, en fait. Vous en voulez ? J'en ai. Ah non, couillon, j'ai amené que des sardines. Pas grave. Bon, tant pis. Donc, l'huile de foie de morue, alors, ça se conserve très longtemps. Le foie de morue, maintenant, il est fumé. C'est plus les horreurs qu'on mangeait quand on était plus petit, pour les plus vieux d'entre vous. Et il y a quand même un petit inconvénient, vous ne pouvez pas prendre que de l'huile de foie de morue, sinon vous allez faire une hypervitaminose A. Ce qui, je vous promets, est pas drôle du tout. Vous allez perdre vos cheveux, avoir des problèmes de desquamation, je crois que j'oublie des trucs, ostéoporose, mais ça, on est moins pressé. Donc c'est vraiment, il faut en prendre une fois par semaine, comme ça vous êtes tranquille. La graisse de canard, ça tient 5 ans, à l'aise. Le saindoux et le suif, pareil, ça se conserve très très bien. Il suffit de le mettre dans un bocal fermé. Le suif, c'est dégueu, mais ça a un gros avantage. C'est de la graisse de bœuf.
c'est pas très bon, mais ça a permis à toute la Russie soviétique de tenir la Deuxième Guerre mondiale sans crever de faim. Les Américains, en fait, ne donnaient pas beaucoup d'armes aux Russes. Par contre, ils leur amenaient des tonnes et des tonnes et des tonnes de suif qui servaient de beurre sur les tartines. Et ça sert aussi à graisser les serrures et c'est toujours utile. Il faut vous faire plaisir. Hein. C'est Piotr, équipier maintenant, ça Pripyat qui vous le dit. Non, bon, ça je vous l'ai déjà dit, j'ai spoilé. Donc on va pas revenir dessus. Et on va parler des conserves. Alors là, vous avez des petits aspics marinés. C'est toujours sympa. Mais ça, c'est plus une boisson. Hein, j'ai un peu triché. Donc les sardines, 30 ans. Et en fait, il y a le gouvernement est en train de réfléchir d'enlever la date limite de conservation sur ce genre de produit parce que ça sert à rien. Et en fait, il y a même un conservatoire de la sardine qui se fait des dégustations de sardines millésimées dans des boîtes qui ont 30 ans. Et ça se bonifie vraiment. Donc, chargé en sardines, ça vous fait en plus votre stock d'huile. L'huile de foie de morue, on l'a dit. Le cornet de beef, c'est pas bon, hein, on est tous d'accord, mais ça se conserve 4 ans. Pour de la viande, c'est quand même pas mal. En fait, c'est une espèce de un séchage marinage. Bon, c'est un truc américain, pas bon. Bref. Les fruits et légumes en bocaux, ça reste pas de problème nutritif pendant 2 ans. Par contre, il faut boire le jus. Ce qui, pour les poivrons, pose aucun problème. Dans certains autres légumes, c'est moins sympa. Mais tous les sels minéraux et les vitamines finissent dans le jus, donc il ne faut pas jeter. Et puis vous avez déjà des problèmes de stockage d'eau, vous n'allez pas en rajouter quand même. Les cœurs de palmier, il faut y penser, ça tient au moins 5 ans, c'est hyper nutritif. Les fromages à l'huile, les œufs durs au vinaigre, 1 an, pas plus, les œufs durs au vinaigre. Mais ça se conserve bien, les œufs frais, ça peut se conserver dans le lait de chaux. Le lait de chaux, c'est 10% de chaux vive et de l'eau. Ça s'achète tout fait, ça vous évite de vous cramer les doigts ou de vous crever les yeux avec les éclaboussures. Je vous conseille. Ça se trouve chez Casto. Hein. Il faut rajouter, vous pouvez noter, vous pouvez rajouter 60 grammes de sel par litre pour éviter que le goût de chaud imprègne l'œuf. Sinon, c'est vraiment pas très bon. Les œufs de 100 ans, c'est un abus de langage. Hein. Ça ne tient pas 100 ans. C'est des œufs qu'on a cuits dans la chaux vive, en fait. On les a laissés 50 jours dans la chaux et ça vous donne un œuf qui se conserve 1 an. Par contre, c'est un petit goût d'ammoniac que tout le monde n'aime pas. Hein. Et puis, il y a le surströmming, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous voyez comme elle est bien bombée, celle-là. C'est une conserve de hareng fermenté. Alors, je vous livre... Normalement, il n'y a que les Suédois qui mangent ça. Vous pouvez, si vous cherchez surströmming sur Internet, vous voyez des gens qui ouvrent des boîtes et qui immédiatement se barrent en courant pour aller vomir. Parce qu'en fait, l'odeur est infecte, ce qui fait que je ne vais pas l'ouvrir ici. Hein, je vous rassure. Mais les Suédois, ils savent comment on ouvre ça. On l'ouvre dans un seau d'eau. On perce, on ouvre, et ensuite on rince les poissons dans l'eau. Et après, on peut les manger. On ne fait pas comme tous les gens qui font ça sur YouTube pour faire des paris. Et en fait, c'est pas mauvais. Et ces conserves de nourriture fermentée nous amènent à votre futur grand copain qui est la fermentation. Oui, bon, j'ai eu un petit souci, on dirait. Voilà. Donc, les principes, c'est des micro-organismes qui vont dégrader des sucres ou des protéines ou des acides, j'ai oublié. Le milieu va s'acidifier différemment et se stériliser. Donc, on finit par un équilibre, il n'y a pas putréfaction possible. Par contre, c'est pas toujours très 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 bon, hein, on est d'accord. Y a, dans les fermentations comestibles, il y en a 6 types. Donc les lactiques, c'est tout ce qui vous fait yaourt, fromage à pâte molle. Une partie du pain au levain est sur fermentation lactique, l'autre partie c'est sur fermentation alcoolique. La choucroute, par exemple. En alcoolique, vous avez plutôt ce qui est fruits, vin, également le vin, qui est, comme je vous disais, un équilibre entre les deux. Le malolactique, c'est ce qui survient quand les bactéries lactiques n'ont plus rien à manger. Elles passent à une fermentation malolactique, ce qui vous donne des vins de garde. Ah, j'ai pas trouvé d'autres usages, hein, mais c'est déjà pas mal. L'acétique, c'est tout ce qui est vinaigre, tout ce qui devient vraiment très acide. Propionique, donc ça c'est pour les fromages à pâte dure, par exemple, type gruyère.
Et le butyrique, et pas butyrique, s'il vous plaît, faut pas confondre, c'est pour ce qui est beurre. Donc beurre rance, qui est très apprécié par certaines cultures, qui est comestible si vous arrivez, pour ceux qui n'aiment pas, vous le faites fondre le beurre, ça va, on arrive à le manger. Et il y a aussi une fermentation butyrique qui donne un goût de noisette. Alors si vous arrivez à maîtriser ça, c'est parfait, vous avez des beurres qui sont absolument fabuleux. Perso, je n'y arrive pas. En pratique, la fermentation va vous être utile dans votre trou à rats. Parce que les légumineux, les céréales, tout, le riz, en fait, si vous le mangez comme vous le mangez vous d'habitude, c'est très très malsain. Les acides phytiques restent à l'intérieur, donc pour l'ostéoporose, un vrai bonheur. Vos intestins vont vous maudire en plus si vous abusez. En fait, on a même des problèmes de perte de solidité des dents. L'émail finit par se fatiguer à terme. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire tout le temps, c'est de fermenter tous nos légumineux et notre riz. La fermentation, ça ne demande pas non plus y passer 6 jours. Hein. C'est un trempage de 8 heures dans de l'eau claire, vous jetez l'eau, vous refaites un trempage dans de l'eau que vous avez ensemencée avec du levain, par exemple. Oui, le levain, c'est l'idéal. Et au bout de 24 heures, vous gardez l'eau pour une prochaine fois et vous rincez vos céréales et vos légumineux, vous les cuisez. Et non seulement vous arrivez à digérer beaucoup mieux, mais au lieu d'avoir moins de 20% de protéines assimilables dans le riz, par exemple, vous passez à 94%. Donc en fait, vous faites même des économies sur vos stocks. Votre riz devient beaucoup plus nourrissant. Tout ce qui est miso, tofu puant, comme son nom l'indique, hein, c'est de la nourriture fermentée, c'est extrêmement sain pour la santé, c'est un peu compliqué des fois à manger. Le nuoc mam, c'est du jus de poisson pourri quand même, hein, faut quand même savoir ça. C'est fermenté également, ceux qui en veulent une petite ration, j'en ai amené. Vous en trouvez partout, c'est ultra protéiné. Le gravlax que tout le monde vante dans tous les grands restaurants, c'est une marinade fermentée de saumon. Dans un resto, on vous la sert au bout de 2 jours. Hein. Traditionnellement, ça tenait 10 mois. C'est pas le même goût. Et on a aussi dans le même genre le hakarl, qui est un requin fermenté. C'est un requin qui n'urine pas. Alors du coup, il transpire son urine, c'est dégoûtant. Et sa chair est donc toxique. Donc pour la rendre moins toxique, on la fait fermenter 10 mois sous terre avant de les faire sécher. Et ça donne un truc qui est comestible et qui a un goût de pisse. Voilà. Mais qui est comestible. Faut y penser. La choucroute, on l'a déjà dit, les pickles, les olives, tout ça peut fermenter. C'est une habitude à prendre. Hein. Les légumes fermentés, j'avais un peu de mal au départ. Finalement, quand on est habitué, on aime bien. Le beurre rance, c'est pas parce qu'il est rance qu'il faut le jeter. Le couscous, traditionnellement, se prépare au beurre rance. Hein. C'est ce qu'il faut savoir. Eh bien, à moins que vous ayez des questions, je vous souhaite bon appétit parce que j'ai fait 55 minutes, ce qui est quand même pas mal.